La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à InfoMag, bilan financier positif pour le carrefour culturel Estacade. Le programme Lire et faire lire prend de l'ampleur, on en parle avec Anne Michaud. On se questionne sur notre sommeil avec Emmanuel Poirier et Daniel Lafortune nous donne ses impressions sur la disparition des lucioles. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam. Bienvenue à InfoMag. Le carrefour culturel Estacade, responsable de la diffusion culturelle de l'Est de la ville de Gatineau, a présenté un rapport financier positif pour l'année 2017-2018 lors de la dernière Assemblée générale annuelle. Au terme de l'année financière 2016-2017, alors que le déficit cumulé du carrefour s'élevait à 85 000 $, le conseil d'administration se dotait d'un plan de 2 ans pour résorber le déficit. Grâce à un surplus de 37 000 $ pour l'année 2017-2018, le déficit a maintenant diminué à 48 000 $. Hugo Parisien, directeur général du Carrefour culturel Estacade, explique comment ce surplus financier a pu être atteint, notamment grâce au traditionnel festival Buckingham en Fête, réinventé en une nouvelle formule d'Halloween au village. Le point numéro 1 était évidemment de la tenue du festival dans un mode où il n'était pas lié aux entrées, donc soit à la météo ou à des conditions externes. Le financement de l'événement qui était à titre de festival pour le secteur est de la ville de Gatineau se faisait en mode que lorsque l'on ouvrait les portes, eh bien, il était autofinancé dès sa tenue. Évidemment, si on compte dans le passé des déficits de 30-35 000 $ pour la tenue d'un festival, juste de partir l'année avec le fait que le festival n'est pas déficitaire, c'était un outil majeur pour la tenue et l'obtention des résultats que nous avons obtenus. La TVC Basse-Lièvre, lors de son assemblée annuelle générale, a aussi présenté un rapport financier positif pour l'année 2017-2018. Le conseil d'administration a également été élu lors de cet AGA. Michel Parenteau en demeure toujours le président. Le Centre Action Génération des aînés de la vallée de la Lièvre, le CAGA, a tenu une porte ouverte pour une 3e année. Les services offerts aux aînés ainsi que la programmation d'activités 2018-2019 ont été présentés. Cette année, 2 nouveaux groupes de soutien seront mis en place. D'abord, il est question d'un tout premier groupe de soutien pour les proches aidants dans la municipalité de Tursault. Puis, il est question d'un nouveau groupe de soutien pour les proches aidants endeuillés à Buckingham. Plusieurs nouveautés sont également à noter en ce qui a trait aux ateliers. En collaboration avec la Société Alzheimer-Outaouais, la série d'ateliers Musclez vos méninges sera lancée. Pour ce qui est des ateliers bricots, plus particulièrement, ils reviendront pour une autre année, mais selon une nouvelle formule. Julie Mercier, coordonnatrice des activités du CAGA, explique. Bien, les ateliers, au lieu de se dérouler une fois par mois sur une thématique différente où la personne doit s'inscrire à chaque mois, et ce n'est pas nécessairement le même groupe qui participe à chaque mois, ce qui faisait en sorte que c'était difficile de créer des liens avec les participants. Cette année, on a pris une formule où les ateliers se déroulent sur plusieurs semaines. Donc, les gens ont l'occasion de se revoir de semaine en semaine, de créer des liens et pouvoir continuer de se voir par la suite. Là, on s'est dit, on va mieux répondre à notre objectif de briser l'isolement. Donc, c'est notre nouvelle formule. Le premier atelier scrapbooking se déroule sur 8 semaines et le deuxième va être en décembre pour le tricot, va être sur 3 semaines. Et c'est des ateliers de 2h30 à chaque fois. Ça permet de se connaître et d'échanger. Le Centre Action Génération des aînés de la vallée de la Lièvre est toujours à la recherche de bénévoles. La Semaine mondiale de l'allaitement se déroule du 1er au 7 octobre prochain. Dans ce contexte, l'organisme Naissance-Renaissance Outaouais souhaite sensibiliser la population à l'importance de l'allaitement jusqu'à l'âge d'au moins 6 mois chez l'enfant. La directrice de l'organisme, Sylvie Gauthier, explique l'importance de cette Semaine mondiale de l'allaitement en Outaouais.
On espère vraiment mettre l'accent sur l'allaitement en public, puis le soutien à l'allaitement. L'importance, c'est comme toutes les années, c'est de faire parler un peu d'allaitement, de rendre ça naturel et normal, comme un geste que tout le monde a le droit de faire. Alors, on offre cette année une série d'ateliers partout en Outaouais. Pour ce qui est des services réguliers, Naissance Renaissance Outaouais offre le programme Nourris-les. Ce programme offre un jumelage entre des marraines d'allaitement et des mères qui allaitent. Via ce programme Nourris-les, des cliniques d'allaitement hebdomadaires ont également lieu dans plusieurs secteurs de l'Outaouais, notamment à Masson-Angers. Sophie Richard, coordonnatrice au service Nourris-les, décrit l'importance de ces cliniques d'allaitement. On n'est pas dans une société d'allaitement, puis nos cliniques d'allaitement, ils vont créer comme une société d'allaitement. C'est pour ça qu'on est utile. Les gens vont nous dire, souvent, des fois, il y en a qui disent « Tu as sauvé mon allaitement ». Je dis « Non, non, je n'ai pas sauvé ton allaitement, mais je t'ai fait, dans le fond, je t'ai recréé un groupe pour que tu puisses venir parler, puis parler à d'autres mères, puis parler à une intervenante qui peut t'aider. » Donc, parce que ça manque beaucoup dans nos sociétés de ne pas être une société d'allaitement. Parmi les dates à retenir dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement, l'organisme se rendra notamment à Saint-André-Avelin le 10 octobre prochain pour donner un atelier sur le retour au travail et l'allaitement, le manque de lait et le sevrage. Notez que l'organisme est toujours à la recherche de bénévoles dans l'Outaouais. D'ailleurs, une nouvelle formation pour devenir bénévole à titre de marraine d'allaitement débutera le 14 octobre prochain. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais invite la population à participer au Forum d'échange et d'information annuel qui a lieu en octobre. Pour l'occasion, le conseil d'administration qui se déplacera dans chacun des territoires de l'Outaouais souhaite échanger avec la population sur leurs préoccupations à l'égard des services sociaux et de santé offerts. Cette tournée sera aussi l'occasion de faire état des bilans de la dernière année et des orientations de développement à venir. M. Benoît Gauthier, adjoint au PDG du CIS de l'Outaouais, explique ce sur quoi portera notamment la rencontre pour le territoire de Papineau. On va pouvoir revenir sur nos grands projets d'infrastructure. Évidemment, on a annoncé l'année dernière la construction, la bonification, en fait, du centre d'hébergement Vallée de la Lièvre, un ajout de 56 lits pour des places de soins longue durée. Donc, c'est évident qu'on va revenir sur ce sujet-là. Également, tout le dossier de l'ouverture 7 jours à l'urgence du CLSC Saint-André-Avelin. Donc, ce sont au moins 2 gros projets là, auxquels on va faire au moins un topo auprès de la population pour savoir on est rendu où, comment ça avance, puis quelles sont les prochaines étapes. La tournée débute le 2 octobre dans la vallée de la Gatineau, se poursuit le 4 octobre sur le territoire des Collines, le 9 dans le Pontiac, le 11 dans Gatineau et finalement le tout se termine le 16 octobre sur le territoire de Papineau. L'horaire de la tournée est disponible sur le site Internet du CIS de l'Outaouais. La table de développement social de la Basse-Lièvre vient d'obtenir un soutien financier pour mener une démarche favorisant la persévérance scolaire en Basse-Lièvre. Ce qui peut certainement aider un élève à persévérer, c'est lorsque des liens significatifs se développent à l'école. Le programme Lire et faire lire permet certainement le développement de ces liens. On en parle avec Anne Michaud. Le programme Lire et faire lire s'installe un petit peu partout en Outaouais. Et il s'installe même de plus en plus peut-être dans notre région en Basse-Lièvre et même dans la Petite Nation, dans la commission scolaire au cœur des vallées. Mais c'est quoi ce programme Lire et faire lire? On en parle avec Anne Michaud, coordonnatrice au programme Lire et faire lire pour les commissions scolaires des Draveurs et la commission scolaire au cœur des vallées. Madame Michaud. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, ce programme? Lire et faire lire, au départ, c'est un mouvement qui a démarré en France dans les années 90. C'est le romancier Alexandre Jardin, qui est très impliqué dans des causes sociales, qui a débuté ça avec des gens autour de lui, mais c'est le nom qu'on retient le plus. Et l'idée, c'était, il y a 2 volets. D'une part, l'intergénérationnel. Donc, mettre en contact des gens de 50 ans et plus, des aînés, quoique pas nécessairement si aînés que ça, avec des jeunes enfants. De quel âge à quel âge? 4 à 8 ans, c'est ce qu'on cible. Et l'autre volet qui est hyper important, c'est faire découvrir aux enfants le plaisir de la lecture. Ça s'appelle lire et faire lire, mais moi j'appellerais ça lire et donner le goût de lire. Parce que l'objectif, c'est pas pour les aînés qui ne sont pas des enseignants
qui se rendent dans des classes ou des CPE, c'est pas de faire lire les enfants, c'est-à-dire de leur donner un livre et de leur montrer à lire. Non. On n'est pas des professeurs. Non. Mais c'est de leur donner le goût de lire. Et il n'y a pas de meilleur moyen pour donner le goût de lire à des jeunes enfants que de leur lire des histoires. Tout à fait. Quelles ressources ça prend dans les CPE, dans les écoles, pour recevoir ce programme-là? Ça prend des endroits. Ce qu'on fait, c'est quand on arrive, par exemple, dans une école, dans une classe de première année où il y a, disons, 20 enfants. Alors, ces 20 enfants-là, on les divise en petits groupes. On a, pour 20 enfants, idéalement, 5 bénévoles, donc des groupes de 4 enfants par bénévole. On espère là, aller à un maximum de 5 enfants par bénévole pour qu'il se crée une complicité, pour qu'il y ait vraiment un échange, pour pas que ce soit là, un bénévole devant une vingtaine d'enfants, ce serait très difficile. Alors donc, un bénévole avec un petit groupe de 3, 4, 5 enfants. Et donc, dans une classe de 20 qu'on divise comme ça, il faut un lieu où chaque bénévole va pouvoir se rendre avec son petit groupe d'enfants. Donc, peut-être un gymnase, peut-être la garderie qui est libre, une classe qui est à l'éducation physique, où donc un bénévole peut amener des enfants. Et on ne peut pas les mettre tous dans la même classe. Donc, il faut des endroits, puis c'est tout. Excellent. C'est tout ce que ça prend. Parce que les livres, ce sont les bénévoles qui les apportent. Ah oui, en plus. Alors, nous, à Lire et faire lire, quand on reçoit une demande d'une personne qui veut devenir bénévole, on lui offre une formation de base. On fait la vérification des antécédents judiciaires, bien entendu. On ne met pas n'importe qui dans des écoles avec des enfants. On offre donc une formation de base pour expliquer comment on fait ça, c'est quoi Lire et faire lire. Et on offre une formation de base aussi en bibliothèque. Pour les gens pour découvrir les livres, comment on va choisir des livres, les... savoir quelles sont les ressources à leur disponibilité. Oui. Parce qu'il y a des gens qui en ont des livres, soit parce qu'ils ont des petits-enfants ou en tout cas, ils ont accès facilement. Mais il y en a d'autres qui disent, bien, moi, je n'ai pas ça à la maison. Mais c'est quoi les ressources en bibliothèque? Comment on peut réserver des livres? Comment on peut les emprunter à distance, les faire venir dans sa bibliothèque, la succursale proche de chez soi? On leur offre cette formation-là. Ce qu'on comprend, c'est que le programme est très bénéfique pour les enfants si ça leur donne le goût de lire. Mais pour les adultes. Pour les adultes aussi. Quels en sont les bénéfices pour eux? C'est extraordinaire parce que le contact avec des jeunes enfants, quand on est grands-parents, on le sait tout de suite, ça nous énergise, les enfants. Et ce contact-là, c'est un contact qui est précieux. Et on le développe au cours de sessions de 8 semaines. Chaque session, donc, dure 8 semaines, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et donc, pendant 8 semaines, les bénévoles sont en contact avec le même groupe d'enfants. Ils se développent des liens. Généralement, les professeurs demandent à ce que les mêmes bénévoles retournent. On ne peut pas toujours parce qu'on essaie d'accorder ce privilège-là au plus d'enfants possible. Mais quand on peut, on le fait. Et donc, parfois, c'est 16 semaines durant lesquelles les bénévoles vont aller. Parce qu'il y a 3 sessions par année. Une session d'automne, une session d'hiver, une session de printemps. En Outaouais, comment ça se dessine le portrait de Lire et faire lire? Lire et faire lire est né en Outaouais une première fois. Il y a eu une première tentative dans les années 2007-2008. Ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est redémarré il y a à peu près 1 an et demi. Et c'est vraiment démarré par une classe dans une école. Aujourd'hui, on est du côté de Hall dans 3 écoles différentes et un CPE. Du côté de Gatineau, secteur Gatineau, on est dans 3-4 écoles différentes aussi. Oui. Et on commence à Masson-Angers, donc dans la commission scolaire au Cœur des Vallées. C'est notre première fois cet automne. On est en train d'essayer, en fait, c'est même pas encore certain à 100%, mais presque, qu'on sera à l'école du Sacré-Cœur dans une classe. Et on est toujours en mode recrutement. Parce que ce qui nous arrête ou ce qui nous freine, c'est le manque de bénévoles. On en a des bénévoles, mais ils ne sont pas tous... on est à la recherche de bénévoles. Oui, on veut des bénévoles. On veut donc des gens de 50 ans et plus qui sont prêts à s'investir comme ça auprès des enfants. Mais quand je dis s'investir, ce n'est pas des heures et des heures, c'est 1 heure par semaine, 45 minutes à 60 minutes à l'école avec les enfants, plus un peu de temps pour faire la recherche des livres, pour les lire à la maison parce qu'il faut se les mettre un peu en bouche là, avant d'aller les présenter aux enfants. Oui, parce qu'il faut que la lecture soit dynamique pour l'enfant. Et je me questionne, en fait, on a choisi des enfants de 4 à 8 ans. Ça ne serait pas bénéfique pour des enfants en âge plus élevé que ça? Bien, c'est qu'à un moment donné, quand ils arrivent, on dit 4 à 8 ans, donc 4 ans, c'est la fin du préscolaire. Et sinon, à l'école, c'est maternelle, première, deuxième année.
Bon, bien entendu, au-delà de ça, il y a des enfants qui sont encore incapables de lire par eux-mêmes, mais la plupart des enfants rendus en 3e année sont capables de lire par eux-mêmes. Je ne dis pas que quand on est capable de lire par soi-même, on ne peut pas avoir envie de se faire lire des histoires. C'est vrai que ce n'est pas le cas, mais il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Oui. Et les livres aussi, les albums, c'est-à-dire les albums avec des images, s'adressent plus à un public de, justement, 4 à 8 ans. Bon, il y a les tout-petits aussi, mais là, c'est autre chose. Mais 4 à 8 ans, on trouve une panoplie, mais vraiment une multitude d'albums qui conviennent à cet âge-là. Un peu plus vieux, ce serait peut-être un peu plus difficile. Alors, l'appel est lancé pour oui, les l'appel est bénévoles lancé. de l'Outaouais. Qu'est-ce qu'on fait si on veut C'est devenir très, très bénévole? simple. On a un site Internet. Si vous tapez dans un moteur de recherche, Google, pour ne pas le nommer, « Lire et faire lire », vous allez y arriver et vous allez voir qu'à travers le Québec, il y a plein d'antennes, c'est comme ça qu'on appelle ça, de lire et faire lire dans toutes les régions, oui. dont Gatineau. Vous allez cliquer, vous allez y arriver. Sinon, vous envoyez un courriel à LFL pour lire et faire lire, donc oui. lflgatineau@gmail.com. Vous nous envoyez un mot, on vous met sur notre liste, on vous invite à une formation et puis ça y est. Alors voilà, c'est dit, on est à la recherche de bénévoles pour le programme Lire et faire lire. On espère que le programme se propage partout en Outaouais. Dans le discours populaire, on met beaucoup l'accent sur la saine alimentation, sur l'exercice physique, mais le sommeil a son importance aussi, et peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui, on en parle avec Emmanuelle Poirier, intervenante en santé mentale. Bonjour! Bonjour! Pourquoi le sommeil, ce serait si important? Oui, on en parle beaucoup, c'est vrai, télé, radio, on entend toujours parler du sommeil, mais c'est important, le sommeil. Ça a une incidence très importante sur la santé mentale, OK? La concentration, avoir une bonne concentration, c'est important. Donc, le sommeil est comme à la base de tout, en fait. Donc, c'est très important. Puis même, ça nous rend plus de bonne humeur. Ben oui. Donc, c'est important. J'ai bien dormi cette nuit, je suis de bonne humeur. Exactement. Mais au sommeil, il y a quelques ennemis. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des ennemis par rapport au sommeil, entre autres le stress. Ça, c'est majeur dans notre société d'aujourd'hui. Donc, quand on est stressé, on produit de l'adrénaline, puis ça nous garde en état d'alerte toute la journée. Donc, quand ça vient le temps d'aller se coucher le soir, si on est en état d'alerte, c'est un petit peu impossible. Il y a certaines émotions aussi qui peuvent nous empêcher de dormir? Tout à fait. Donc, si on a une journée difficile, il y a eu des conflits au travail avec les enfants ou avec un ami, c'est sûr et certain que ça va générer un peu de stress. Les pensées, le mental va être... c'est comme le petit hamster qui n'arrête pas de tourner dans la tête. C'est certain. Alors ça, c'est un ennemi majeur au sommeil. Dans nos habitudes de vie, il y a peut-être certaines choses aussi qui sont plus néfastes que d'autres pour le sommeil. On entend souvent parler de la caféine, donc d'éviter de prendre du café le soir avant d'aller se coucher. Moi, ça me surprend toujours. Il y a quand même des gens qui prennent un café à 7 heures le soir, 8 heures le soir et réussissent quand même à avoir une bonne nuit de sommeil. Tout à fait. Ça dépend des gens, en effet. Il y a des personnes pour qui ça ne change rien, mais pour d'autres, ça a une influence. C'est sûr et certain, après ça, le tabac, c'est pas bon. L'alcool, on va penser que prendre un petit verre, ça va nous détendre, on va aller se coucher, mais souvent, ça fait l'effet inverse. Hein? Ça crée une agitation, c'est pas super bon. Et là, de nos jours, on travaille beaucoup avec la technologie, on est à l'ordinateur toute la journée et on arrive le soir chez soi et on peut être encore à l'ordinateur pour diverses raisons. Oui. Ça aussi, ça a une influence. En effet, il y a des études qui prouvent que la télé, le cellulaire et la tablette font en sorte que ça nuit au sommeil. Les écrans génèrent une lumière qui fait qu'on perd 20 % de la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui nous aide à dormir. Donc, veut pas, si avant d'aller se coucher, on a le réflexe d'aller sur le téléphone cellulaire ou la tablette, mais veut pas, on perd un petit peu là, de cette hormone importante au sommeil. Certainement. Alors, bon, il y a plusieurs ennemis au sommeil, mais il y a aussi des actions qu'on peut mettre en pratique pour améliorer notre sommeil. Oui. Ça a l'air niaiseux, ça a l'air souvent banal, mais c'est des petits trucs qui, à long terme, pourraient faire une différence. Par exemple, avoir une chambre à coucher qui est invitante. Lumière tamisée, que la lumière du soleil, en fait, la lumière du jour est bien cachée avec des rideaux. D'avoir une chambre au frais.
Donc, c'est prouvé que si on dort au frais, on a plus de chances d'avoir un meilleur sommeil. Donc, c'est toutes des petites actions simples à faire à la maison qui pourraient être faites. Et la fameuse télé dans la chambre à coucher, c'est peut-être pas une bonne idée. Non. Au même titre que peut-être d'avoir son bureau dans sa chambre avec toute notre paperasse à laquelle on peut facilement penser. Exactement. Si on la voit pas, si on met ça ailleurs dans une autre pièce, peut-être que ça peut nous aider. Exactement. Donc, d'avoir une distraction, justement. Une chambre invitante, on veut ça. Exactement. À l'égard de l'exercice physique, de l'alimentation, ça peut aussi influencer. Si on améliore ça, peut-être qu'on va mieux dormir. En effet. Donc, si on mange bien pendant la journée, on a plus de chances d'avoir un sommeil qui est réparateur. Donc, c'est comme si, pendant la journée, il fallait préparer le sommeil. C'est prouvé que le matin, quand on se lève, on fait de meilleurs choix. Mais plus la journée avance, plus les choix sont de moins en moins bons parce qu'on est fatigué. Donc, c'est pour ça que je recommande souvent de planifier des repas en avance. Ou d'avoir un horaire établi. Quand on arrive à la maison, on sait ce qu'on va manger et on sait que c'est nourrissant. Donc, il ne faut pas aller vers le fast-food et les repas pré-préparés. À l'arrivée au lit, quand on veut s'endormir, mais qu'on ne s'endort pas, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là, sur le moment? Oui, sur le coup. Bien, en fait, justement, on a préparé tout ça. Là, on est prêt à aller se coucher. On va suggérer de faire des respirations. OK? Ça a l'air un petit peu banal, mais on oublie souvent de respirer. Hein? On est dans notre quotidien, tout ça. Donc, on se met au lit, prend des respirations, et on va faire ce qu'on appelle un scan corporel. OK. Donc, en prenant nos respirations, j'inspire, j'expire, je vais faire un petit scan de comment je me sens dans mon corps. Donc, on va y aller avec la tête, le cou, les épaules, et tranquillement jusqu'aux orteils. On en fait combien de respirations? Je vous dirais au début, avant de faire notre scan, on va en prendre 3 bonnes respirations. Donc, une bonne grande respiration profonde. Après ça, on prend notre respiration normale. On n'est pas obligé de continuer à faire des grandes respirations, mais on prend nos respirations normales. Et on prend conscience de notre corps. Exactement. Merci beaucoup, Emmanuelle Poirier. On souhaite de respirer ce soir avant d'aller au lit. La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. On finit l'émission sur un ton léger avec Daniel Lafortune, notre chroniqueur cinéma-théâtre, pour parler d'abord d'un film 2018, La disparition des Lucioles. Oui, c'est le 3e film de Sébastien Pilote, un cinéaste qui est originaire du Saguenay et qui filme sur son Saguenay natal. Et Dieu sait que c'est une belle région, le Saguenay. Donc, c'est son 3e film, comme je disais. Les 2 premiers, Le Vendeur, entre autres, et Le Démantèlement, qui avait fait couler beaucoup d'encre positivement, eh bien, il nous revient avec l'histoire d'une jeune fille qui est interprétée par Karel Tremblay, jeune fille de 17 ans qui finit son secondaire 5, qui ne sait pas où elle s'en va dans la vie, mais qui vit un petit peu un conflit avec sa mère et avec surtout son beau-père, interprété par François Papineau, qui lui joue un chroniqueur, Monsieur Roquecholette du Saguenay, radio poubelle, quoi. Et puis, il y a son père, le personnage de Karel, Léonie, mais on l'appelle Léo dans le film, qui, son père, interprété par Luc Picard, lui, il est dans le Grand Nord parce que, comme syndicaliste, il a été mis à la porte d'une usine qui a fermé. Donc, cette quête de cette jeune fille-là, je pense que tout a eu 17 ans, ça fait pas longtemps. J'ai eu 17 ans, oui. Eh bien, oui, moi, ça fait très longtemps, alors presque 50. Alors, 17 ans, une jeune fille qui ne sait pas où il s'en va, qui est dans son petit milieu, puis qui est en quête, une grande quête intérieure. Et ça donne une histoire qui est très réaliste, surtout qu'elle rencontre un personnage, musicien, une dizaine d'années plus âgé qu'elle, et elle devient en contact, en relation avec ce personnage-là.
interprété par Pierre-Luc Briand. Mais la quête dont il est question dans ce film, certainement qu'une fille de 17 ans peut vivre cette quête, mais à tout âge, on peut se questionner, n'est-ce pas? Fait que le film peut certainement aller toucher là, un public assez large. De la jeunesse, mettons de 15 ans aux grands-parents, parce qu'ils ont des petits-enfants qui ont cet âge-là, et ça permet de sentir comment on vit à 17 ans. On l'a eu, lorsqu'on avait cet âge-là, bien, on se posait beaucoup de questions, mais il n'y avait personne pour y répondre que soi-même. Alors, quel genre de questions elle se pose? Bien, qu'est-ce que je vais devenir? Où je vais m'en aller? Mais c'est pour demain. C'est pas pour dans 6 mois, dans 1 an. Donc, ça donne un film... Un avenir proche. Absolument. Ça donne un film qui est très intéressant et très touchant en même temps. Donc, la réalisation de Sébastien Pilote, encore une fois, qui a été primé au dernier festival du film de Toronto avec le meilleur film canadien. Pour moi, c'est le moins bon de ces 3 films. Il est encore très bon. J'ai accordé la note de 7 sur 10. 7 sur 10, c'est pas si mal. C'est pas mal. C'est Donc, très bien. Donc, on devrait aller le voir. Oh, ben, moi, je pense qu'il faut aller voir ce beau film. Quelque chose de léger, d'authentique. Et de tendre aussi. Et de tendre. Puis moi, ma petite question personnelle, parce que j'ai un faible pour la région du Saguenay, est-ce qu'on en voit des paysages du Saguenay? Énormément, entre autres, le Saguenay, parce qu'elle vit presque en face du Saguenay, donc elle va prendre des marches avec le personnage de Pierre-Luc Briand. Ils vont avec un petit shiatsu se promener avec le chien sur le bord du Saguenay. Alors, on retient la recommandation, on ira certainement voir ce film. Mais sinon, il y a une pièce de théâtre aussi qui prend l'affiche à la Nouvelle Scène. Oui, du 3 au 6, c'est « Mon corps livré pour vous ». C'est une pièce, je ne l'ai pas vue, évidemment. Les créateurs sont Caroline Hiergaud, qui, elle, a fait une quête, une recherche, mais en même temps est allée en avant-plan rencontrer des escortes pour écrire ce scénario-là. Elle est allée chercher des témoignages. Des témoignages d'escortes, pour ne pas dire plus que ça, et avec la complicité de Pierre-Antoine Lafont-Simard, qui est le metteur en scène. Ils ont réussi à créer cette œuvre-là qui prend l'affiche donc à partir de mercredi prochain. Et faites à noter, un petit gars d'ici, un petit gars du secteur Buckingham, Pierre-Luc Clément, qui lui fait l'environnement sonore. Donc, il est sur scène, je crois. La dernière pièce que j'ai vue, il est sur scène et c'est lui qui amène toute la musique autour. Est-ce que c'est plus un théâtre documentaire ou on y va avec quelque chose d'assez dans les émotions quand même? Bien, il va y avoir des émotions, mais ce qui est annoncé, c'est plus un théâtre documentaire. Merci beaucoup, Daniel Lafortune. Bien, merci. Merci pour les suggestions. C'est ce qui complète notre émission. Je vous dis à la semaine prochaine.